4, 3, et je vais dire quand même. Voilà, donc là, normalement, ça se lance tout de suite. Alors, bonjour à tous. Bonjour Aude, qu'on accueille aujourd'hui. Alors, nous sommes donc ici pour la quatrième rencontre live du WeToo Festival. C'est une rencontre qu'on a commencé à faire tous les vendredis à 18h. Alors, le festival, c'est un festival qui devait avoir lieu en mai, festival féministe et familial qui malheureusement fait partie des dégâts collatéraux du coronavirus, mais qu'on va faire quand même en septembre. Et si pas en septembre, ce sera plus tard, mais on va le faire. Et en attendant, on ne vous laisse pas tout seul, on apporte quelques petites choses comme ces lives et puis d'autres trucs que vous pouvez trouver sur la page Facebook du WeToo Festival. Je rappelle qu'on a une campagne Ulule parce qu'en ces temps de crise, on a très peu de subventions qui ont pu donner quelque chose, malheureusement. Donc, on dépend beaucoup de notre campagne Ulule. Aujourd'hui, donc, c'est Aude Sécheret qu'on accueille ici, qui est essayiste, traductrice, agente littéraire et qui vient nous parler d'un ouvrage, mais je vais parler d'abord de sa dernière parution qui s'appelle, donc c'est une traduction de Jouir en quête de l'orgasme féminin de Sarah Barmark, un livre donc qui a été écrit par une journaliste canadienne et que Aude a traduit, on en parlera en fin d'émission. Aujourd'hui, l'idée, c'était de parler de son livre Non coupable, sortir des injonctions de la parentalité positive, qui est paru chez Larousse, Vie pratique et loisirs. Je l'ai là. C'est moi qui m'y colle, notamment parce que je suis toujours parmi les personnes co-organisatrices du festival. C'est moi qui ai contribué à organiser la journée sur l'enfance, la transmission féministe envers la jeunesse et l'enfance. Et donc, moi, ça m'intéressait bien. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressée. Je suis très heureuse de faire cette interview d'Aude. Alors, on a une petite question rituelle d'ouverture que je te pose, Aude. À quel moment de ta vie es-tu devenue féministe ? C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que pour tout le monde, en fait, c'est le fruit d'un cheminement. Personnellement, j'étais ce qu'on appelle fort mal un garçon manqué. Et donc, j'ai très tôt eu la rage contre ma condition de fille. Mais en effet, en fait, le moment où la bascule s'opère, je pense, c'est pas tant quand on se pense féministe que quand on se dit féministe. Le moment où vraiment on franchit le pas d'employer ce mot. Et pour moi, je pense que c'est devenu possible d'employer ce mot pour me qualifier grâce aux femmes elles-mêmes qui le faisaient, en fait, qui s'assumaient, de les voir faire. Et toute proportion gardée, c'est un petit peu une forme de coming out, je trouve. En tout cas, quand j'avais la petite vingtaine, c'est-à-dire il y a 15 ans, et que le féminisme était peut-être un petit peu moins bien vu qu'aujourd'hui, j'ai eu un petit peu ce sentiment-là. Et il y a une femme en particulier que j'ai rencontrée en 2008 qui s'appelle Jacinta Nandi. J'ai rencontré à Berlin. Et elle m'a hébergée à cette époque-là et on est restés copines. Et je pense que de la voir être ce qu'elle était et l'assumer parfaitement et vivre heureuse comme ça m'a permis de prendre conscience que, en fait, moi aussi, je serais probablement plus heureuse d'assumer mes idées féministes, quitte à me prendre divers backlash de toutes sortes, que de ne pas les assumer du tout et de les cacher. Et c'est en partie donc grâce à elle et grâce à un blog qu'elle tenait à l'époque sur le site d'Ex-Berliner que voilà, je me suis mise à assumer. Et ensuite, évidemment, il y a eu des lectures, parce que c'est important aussi, en fait, de lire ce qui a été écrit sur cette question-là. Pas seulement pas seulement du point de vue de l'acquisition de connaissances pure et dure, mais aussi pour savoir d'où on vient, en fait, pas oublier d'où on vient, d'où vient la lutte, et aussi avoir un bagage théorique suffisant pour se défendre, en fait. Voilà. Parce que c'est le genre de truc qui jette d'effroi dans les milieux
C'est connu, hein, c'est connu que les féministes mettent des froids dans les soirées, quoi. Ah, c'est clair. Ça a même fait les gros titres récemment. Mais, ouais. ça permet aussi de se faire des amies précieuses qu'on garde toute la vie, avec lesquelles on peut être vraiment soi-même. Mais ça vaut largement le coup, quoi. Alors, donc, on va parler de parentalité positive. Et j'ai pensé d'abord à tous ceux qui ne sont peut-être pas parents et qui ont besoin qu'on leur refasse un petit topo sur ce que c'est que la parentalité positive. Donc, en quelques mots, c'est un ensemble, si on veut, de recommandations qui sont données par des coachs parentaux et qui sont faites aux parents d'aujourd'hui. Et ces recommandations sont censées nous aider en tant que parents à faire de nos enfants des enfants heureux, des enfants apaisés et des enfants empathiques. Alors, qui sont les coachs parentaux qui sont derrière ces recommandations? Aude, vous avez un peu enquêté? Oui, alors avec Vincent, on a un petit peu enquêté et en fait, le problème de la figure du coach parental, c'est que c'est une personne qui se pose quand même dans une position d'enseignant en quelque sorte, la personne qui va vous montrer la voie, mais un coach parental, ça peut être toi ou moi ou ton dentiste ou ma boulangère, c'est qui a décidé de l'être en fait. C'est une profession qui n'est pas encadrée par l'État, qui n'est pas sanctionnée par un diplôme, et si demain n'importe qui veut monter une structure de coaching parental ou un statut d'auto-entrepreneur pour être coaching parental, il peut le faire. C'est simple comme une inscription à l'URSSAF. Il existe cependant certaines formations qui sont encore une fois non reconnues par l'État, qui sont privées, souvent payantes, et souvent qui ne mettent pas la personne formée en contact avec des familles en difficulté, donc des formations souvent purement théoriques. Et encore une fois, les formateurs en coaching parental, c'est comme les coachs en parentalité, il suffit de le vouloir et on s'inscrit en 3 clics à l'URSSAF et c'est bon, on est formateur en coaching parental. Voilà, c'est quelque chose de très nébuleux. Peu contrôlé, et oui, d'accord. Ouais. Mais quand même, s'ils n'ont pas inventé leurs recommandations de nulle part. Il y a quelques... on voit qu'il y a plein de choses en lien avec la communication non violente, la psychologie positive, tous ces courants. Oui, alors ça fait un peu... les coachs en parentalité positive prennent un petit peu tout du matériel partout où ils en trouvent. S'ils voient quelque chose, n'importe quelle étude qui va corroborer leurs croyances, ils vont dire « Ah, voilà, j'avais raison !» Et notamment, ça se passe comme ça avec beaucoup d'études en neurosciences, sauf que les neuroscientifiques eux-mêmes disent « Ouh là là, c'est une science qui n'en est qu'à ses débuts, faudrait surtout pas dresser des conclusions hâtives, faut prendre tout ça avec moult pincettes, etc. » Oui, je me souviens dans ton livre, à un moment, c'est la question de savoir combien de neurones on détruit quand on s'énerve contre son enfant, qui en fait est reprise par certains coachs parentaux en mode vous faites vraiment du mal à votre enfant dès que vous élevez la voix, vous détruisez des petites connexions dans son cerveau et ça va l'abîmer à vie. Et en fait, il n'y a pas de fondement réellement précis à ce... En fait, quand bien même il y aurait un fondement scientifique, je trouve que c'est des conclusions qui sont toujours qui font des raccourcis quand même assez importants, au sens où on cite dans le livre avec Vincent Joly, donc, qui est mon co-auteur, on cite une interview d'Isabelle Fillosa, qui est donc la papesse française de la parentalité positive, dans laquelle elle explique à la personne qui l'interviewe, je crois que c'est Bruno Duvic, que si il fronce les sourcils devant son enfant quand il est mécontent, ça stresse l'enfant et donc c'est mauvais pour le développement de l'enfant. Et alors elle dit qu'il y a des études qui prouvent que quand on fronce les sourcils devant son enfant, ça génère du stress. Mais en fait, le stress, c'est une réaction naturelle de l'ordre de la survie qui, à mon avis, compte, quoi. C'est comme la peur, c'est naturel d'avoir peur. Et heureusement qu'on a peur des serpents et des araignées. Enfin, ça nous a sauvé la vie des milliards de fois depuis les débuts de l'humanité. Et le stress, à mon avis, c'est pareil. Évidemment, trop de stress, c'est pas bon pour la santé et on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense que
c'est important qu'un enfant sache que, s'il pousse quelqu'un à bout, cette personne est susceptible de, au minimum, froncer un peu les sourcils à un moment donné, quoi. Ouais. Et voilà, ce genre de raccourci, il est un peu permanent depuis qu'on vulgarise un petit peu les neurosciences. J'ai une amie qui a des enfants, donc des grands enfants qui ont mon âge, voire plus. Et quand son deuxième fils est né, la grande mode, c'était de mettre du rouge au-dessus du berceau parce que ça avait été prouvé que le rouge, c'est la première couleur que voient les enfants et que donc, ça les... Mais si ça se trouve, oui, voilà, tu vois, tu as mis la bonne couleur. Mais si ça se trouve... J'espère qu'il y a beaucoup de nouveau-nés qui nous regardent. Pour les aider à s'éveiller. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que peut-être en effet que le rouge, ça stimule l'activité cérébrale chez le nourrisson, mais peut-être aussi que c'est une source de stress. Pourquoi est-ce qu'un nourrisson peut... il y a forcément une raison à ce que ce soit le rouge qui voit en premier. Peut-être, il y a ça. Alors, j'en ai discuté parfois dans des groupes suite à la publication du bouquin où on a fait des réunions, notamment dans la librairie, etc. Ça peut être dû... Il y en a certains qui m'ont dit que c'est la couleur du mamelon quand on allaite. Peut-être que le rouge, en voyant le rouge, l'enfant il se dit « Ah, c'est l'heure de manger, que c'est les fruits de la dalle ». Il y en a d'autres qui ont dit « Ah ben c'est la couleur du sang ». Peut-être que l'enfant, il sait qu'il faut qu'il se mette en panique quand il voit du rouge, quoi. Voilà, enfin, je trouve que ça se discute, en fait. Tout se discute sur ces questions-là. Et en fait, la tendance chez les coachs parentaux, c'est pas de discuter, mais un peu de poser des idées comme si elles étaient... la vérité. Voilà, ouais. Et ça, ça pose problème parce que en fait, souvent, c'est des idées qui sont pas réellement applicables. Ça, en fait, ça dépend. Ça dépend des gens. Alors, je pense que beaucoup de gens trouvent quelques petites choses qui les aident dans ces publications-là. Je pense que malheureusement, c'est pas applicable pour beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de conseils qui sont tout simplement pas possibles à mettre en pratique dès lors qu'on a plus d'un enfant ou plus de 2 enfants, dès lors qu'on n'a pas de jardin, dès lors qu'on n'est pas parent au foyer, par exemple. Mais même au-delà de ça, je pense que quand ce sont des recommandations qui seront trop éloignées de qui on est intrinsèquement, l'enfant, il perçoit parfaitement que son parent, il n'est pas lui-même, il n'est pas spontané. Et pour le coup, à mon avis, un parent en mode... sur contrôle. Non, mais un parent en faux self, en fait, qui n'est pas lui-même, l'enfant, il le perçoit à 10 km et à mon avis, ça le stresse beaucoup plus que des sourcils froncés, par exemple. Et en fait, le fait de ne pas réussir à mettre en application certaines de ces choses, ça peut amener un sentiment de culpabilité chez le parent. Oui, parce qu'on vit dans une société qui est profondément individualiste. Donc, quand on échoue quelque part, on a l'impression que c'est de notre faute. Et vu que ces livres s'adressent aux parents et leur disent que... Enfin, l'existence même de ces livres présuppose que si quelque chose ne fonctionne pas bien au foyer, c'est la faute du parent, vu que c'est à lui qu'on s'adresse pour résoudre tout ça. Donc, en effet, oui, c'est très culpabilisant. C'est d'autant plus culpabilisant que tout ça est sous-tendu par une injonction, enfin, un chantage au bonheur présent et à venir des enfants. C'est-à-dire que si on ne remplit pas, on ne coche pas toutes les petites cases de la parentalité positive, on va faire un enfant malheureux maintenant, qui aura des souvenirs monstrueux de son enfance et qui, en plus tard, sera malheureux et un mauvais parent à son tour. Évidemment. Et en fait, cette culpabilité, en plus, elle repose essentiellement, souvent, sur les mères. Parce que le père, finalement, souvent, va pas vraiment se poser ces questions-là. S'en foutre. Enfin, il s'en fout pas, mais disons que lui, il va être un peu moins... il va avoir moins tendance à culpabiliser dans l'absolu. Et donc, les injonctions de la parentalité positive, ça peut lui passer à peu près là, alors qu'une mère, ça peut lui passer là. Oui, déjà d'une part, les mères s'occupent à l'heure qu'il est encore beaucoup plus des enfants que les pères. Enfin, déjà. Et ensuite, oui, en effet, je pense que les garçons de notre génération ont été élevés pour être plutôt sûrs d'eux. Voilà, être sûr de soi, c'est un caractère masculin mis en valeur. Et par ailleurs,
le bonheur des enfants et l'image idyllique de la famille, c'est une injonction qu'on fait principalement peser sur les épaules des femmes dès toutes petites. C'est à elles qu'on offre des poupées, des poussettes, des dinettes et machin. Et du coup, le foyer, c'est leur domaine à elles. Et si au foyer, ça se passe pas bien, en effet, elles auront davantage tendance à culpabiliser que les hommes, qui, eux, sont plutôt invités à briller à l'extérieur. Voilà. Et en fait, si on se tourne vers ces solutions de coachs parentaux, de parentalité positive, etc., c'est beaucoup, alors là, qu'on soit homme ou femme, qu'on a une peur de notre propre violence. Il y a des moments, et là je le dis en tant que parente, où on peut être complètement à bout et avoir juste envie de hurler sur ses enfants. Et ça, c'est effrayant, la violence qu'on sent parfois en soi face à ses enfants. Et c'est ça, à la base, qui nourrit un peu cette tendance où les parents cherchent des solutions pour apaiser leur propre comportement, alors que finalement, cette violence, elle est intrinsèque, elle est partout dans la société qui nous entoure, la violence des rapports sociaux, la violence du travail. Et finalement, c'est un peu tout ça qui vient surgir à l'intérieur du foyer. Le foyer, en fait, n'est pas une bulle comme ça, isolée avec des individus. Non, bien sûr. Ouais, on vit dans une société violente, donc après, il ne faut pas s'étonner que la violence se transmet. Enfin, Édouard Louis a, je ne sais pas si j'ai là sous la main son bouquin, mais il a abattu un travail, non, je l'ai pas là, ailleurs, monstrueux sur cette question-là, qui est très intéressant. La violence se transmet et par ailleurs, on vit également dans une société de la performance. C'est-à-dire que quand les parents sont avec leurs enfants à l'extérieur du foyer, ils sont un peu toujours en représentation. Et il faut qu'ils donnent le change à ce niveau-là. Enfin, les parents sont tous un peu censés être des espèces de pisse-froid, fada, CBA, avec l'égalité d'humeur d'un bigorneau. Et on est obligé, voilà, on est censé montrer l'image d'une belle famille ricorée. Mais et du coup, tout ce qui pourrait poser problème, tous les conflits intrafamiliaux se retrouvent relégués vraiment dans l'enceinte du foyer où tout se cristallise, quoi. Donc, si violence il y a, par exemple, si le parent a subi des violences dans l'enfance, ou si l'enfant subit des violences à l'école, ou si le parent subit des violences psychologiques au travail, ou si le parent voit par exemple, son corps brisé par le monde du travail, comme le père d'Édouard Louis. Pour le coup, celui-là, je l'ai dans ce petit livre. Et ben, cette violence, forcément, elle se transmet à un moment donné dans l'enceinte du foyer. Et c'est très, très difficile à contenir, d'autant plus que, en effet, on a peur de sa propre colère. Mais là, quand on est dans ces problématiques-là, je ne crois pas que ce soit dans des livres qui sont de l'ordre de la gestion du foyer qu'on va trouver ces réponses, mais je pense qu'il faut assumer d'avoir besoin de l'aide d'un psy. Oui, il y a des réponses qui sont à chercher au niveau sociétal, à réfléchir d'une façon beaucoup plus globale. Bien sûr, adapter la société à la vie familiale. Enfin, permettre une vie familiale plus paisible en permettant aux femmes de travailler plus, par exemple aussi. Par exemple, ou différemment. Enfin, réduire les horaires de travail, ça permettrait aussi de réduire le chômage et ça permettrait d'avoir des journées moins speed. Enfin, là, c'est vrai que le confinement avec les enfants, ça a été très dur pour beaucoup de familles, mais je pense qu'on a tous aussi pu prendre conscience que, voilà, en fait, les enfants, ça peut très bien... c'est pas fait pour être réveillé à 7h du mat, et machin, et se mettre au boulot à 8h, et partir dans la rue, et vite, on s'habille. Enfin, c'est une organisation qui est militaire, quoi. On a pu, même si, et là je parle pour les personnes confinées, enfin qui avaient en quelque part le privilège d'être confinées, et pas pour les personnes qui devaient aller au travail dans des conditions dangereuses et ultra stressantes. Hein, je parle pour les confinés. Pour les confinés, en effet, peut-être que cette période étrange de notre histoire va permettre à plus de gens qu'actuellement de se poser ces questions-là, ce qui serait pas mal.
Ouais, c'est sûr que ça remet en jeu plein de choses, dans le mauvais comme dans le bon sens, hein, parce que voilà, on voit que les mères isolées qui avaient aucun mode de garde, elles ont été. Il y a eu aussi beaucoup de choses assez difficiles à vivre, je pense pour plein de femmes pendant cette période-là. Et bon, j'espérais qu'on essaiera de tirer quelques conclusions qui nous tirent toutes vers le haut. Ouais. Donc, pas forcément de solution au niveau individuel au problème de tension au sein du foyer, même si on peut en chercher, mais pas forcément auprès des coachs parentaux, quoi. Pas avec des petits trucs comme ça. Ouais, je pense que s'il y a une solution, on peut la chercher en général dans l'honnêteté. Voilà. L'honnêteté, par exemple, d'admettre que son foyer, et aussi le foyer des autres gens, hein, parce que on est prompt à critiquer les parents qu'on voit sur les réseaux sociaux ou qu'on voit alors qu'on ne les connaît pas, ou qu'on voit dans les faits divers, etc. Mais voilà, remettre tous les foyers, y compris le nôtre, dans son contexte socio-économique, déjà, ça permettra de remettre un peu les pendules à l'heure sur ce qui se passe actuellement. Enfin, voilà, je pense que la casse du code du travail ne fait pas du bien au foyer, par exemple. Je pense que c'est aussi important parfois d'avoir l'honnêteté de reconnaître que bon, peut-être on a besoin d'une aide extérieure, et ça, c'est pas toujours facile à admettre, mais encore une fois, parce qu'on a été poussé à montrer qu'on est beaucoup plus fort, machin. Et l'honnêteté aussi de reconnaître qu'être parent, c'est parfois ultra pénible, et dédramatiser ça. Je pense que c'est important de dédramatiser ça, alors de le reconnaître en fait, que ben oui, parfois, je ne sais plus qui disait ça, c'est peut-être Titu Lecoq, parfois les enfants pleurent à Noël, quoi, voilà. Le câlin leur plaît pas et ils pleurent à Noël. Mais oui, mais bien sûr, il faut dédramatiser ça. Et il y a alors, il faut dédramatiser ça pour les parents déjà, et aussi pour les enfants. Parce que les enfants aussi ont l'impression du coup que si les parents ont peur de leur propre colère et de leur propre agacement, les enfants vont avoir peur de la colère et de l'agacement de leurs parents, et pas trouver ça, et pas considérer que c'est une réaction naturelle. Alors évidemment, je ne parle pas des violences, hein, mais voilà, des excès de colère. Et donc, il y a des livres qui sont très bien fichus pour les enfants là-dessus. Je me suis permis d'en sélectionner 4. Il y a celui-là, Au lit petit monstre, qui est assez rigolo et qui parle aussi de transmission de transmission de la colère, on va dire, ou voilà, qui est assez rigolo, où l'enfant est représenté comme un espèce de mini dragon tout au long du livre, jusqu'à la fin, où le parent est tellement excédé que c'est lui qui devient le dragon. Voilà. Et il y a celui-là qui est très rigolo, c'est un ours qui se retrouve à être la maman de 4 petits oies. Alors il y a 4 numéros, et c'est drôle, et c'est un ours, et je pense que beaucoup de parents seront contents de pouvoir s'identifier à cet ours mal léché, comme on dit. Et sinon, il y a ces deux-là qui sont très bien. Alors tout ça, ça se trouve dans les bibliothèques, hein, et dans les librairies. Déclaration des droits des mamans et Déclaration des droits des papas de Elisabeth Bramy et Estelle Billon-Spagnol. C'est chez Talent Haut, qui est une super petite maison d'édition. Et donc ça parle en effet des droits des parents à en avoir ras-le-bol, et ça parle aussi des stéréotypes de genre. Ça parle des droits des mamans à, je sais plus, jouer au foot, et des droits des papas à jouer à la dinette, enfin voilà, et vice-versa. Donc c'est pas mal pour ça. Voilà. Ça dédramatise la colère. Exactement, ouais. Et alors, dis-moi, est-ce que Ludivine, des fois, elle en a ras-le-bol, elle aussi? Non, oui, je pense pas qu'elle échappe à ça, mais elle a une jeune fille au père qui prend le relais. Voilà. Alors, ouais, pour recontextualiser, Ludivine de Saint-Léger, c'est la protagoniste d'une parodie de journal de confinement que Aude a écrit pendant toute la période de confinement, et donc qui est publié sur un blog. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette parodie de journal de confinement? Alors, merci de poser la question déjà. C'est très drôle. Je dis c'est très drôle. C'est vrai, ça t'a plu ? Ouais. Ah, mais je suis contente. Oui, mais ça fait beaucoup rire, hein. J'ai vraiment des bons retours. C'est chouette. Les seuls gens qui ne sont pas contents, c'est les gens qui ne comprennent pas que c'est une parodie. Ils disent, mais c'est qui cette pédante? Et donc, en fait, c'est une parodie que j'ai écrite pour plein de raisons différentes, mais il y a un truc qui m'a fait franchir le pas. C'est une déclaration de Marie Dariussec dans le premier volet de son journal de confinement à elle, qui était donc publié sur le site du Point, où elle s'en va au Pays Basque, je crois, en province en tout cas, en voiture. Donc sa voiture est immatriculée 75, et arrivée chez elle,
ils ont peur que cette plaque immatriculée 75 suscite l'animosité des autochtones. Et du coup, ils disent, donc on va prendre la petite voiture un peu vieillotte, immatriculée localement, qu'on garde là. Et pour pas, voilà. Et ça m'a... ils avaient peur de l'agressivité des gens et ils se sont posés comme des réfugiés dignes et innocents qui ne seraient pas les bienvenus ou sur ce territoire hostile habité par des gens qui sont du coup perçus comme une masse déshumanisée de ploucs hostiles, quoi. Alors qu'en fait, on a là plusieurs personnes qui viennent d'un des foyers infectieux les plus importants du pays, qui vont se réfugier dans un coin où il n'y a pas ou peu de cas et où il n'y aurait pas forcément les infrastructures suffisantes pour accueillir un gros foyer épidémique. Donc il y a quand même un renversement des rôles qui m'a révoltée. Et voilà, ça m'a mise en colère. Et du coup, rapidement, en fait, au début, je m'étais dit que je ferais qu'un post, et puis le lendemain, j'ai eu envie d'en dire plus à cause des discours abominables des éditorialistes notamment. Et du coup, rapidement, c'est devenu un lieu de dénonciation par l'humour et la dérision. Donc, tout y passe un peu. Il y a divers écrivains bourgeois réfugiés qui glosent sur l'éclosion des bourgeons au printemps et leur anxiété dans leur fermette coquette. Voilà. Il y a les éditorialistes qui sont là pour veiller au maintien de l'ordre. Et il y en a même dans le lot qui donnaient un peu dans l'eugénisme. J'ai voulu aussi dénoncer le bien écrire, c'est ce qu'on appelle le bien écrire aujourd'hui. J'ai essayé de montrer que c'était principalement un marqueur social et que l'écriture en poulet qu'emploie Ludivine, ça rend pas ce qu'elle dit intelligent ou pertinent, quoi. Et par ailleurs, c'est un peu présomptueux de dire ça, hein, donc encore une fois, en toute humilité, à toute proportion gardée, j'ai essayé d'écrire une version un peu fictive des femmes de droite d'Andrea Dworkin, qui est un livre que j'aime beaucoup, et de montrer, d'ailleurs je crois que je l'ai sorti, il est là, tac, ce livre qui est très bien aux éditions du Remue-Ménage. J'ai essayé de... Pardon, dans mon coude. C'est bien. Mon gel hydroalcoolique. Bravo. J'ai essayé de montrer donc comment on se construit intérieurement pour devenir une femme de droite. Alors dans le cas de Ludivine, ça n'a pas été très compliqué vu qu'elle est issue de la grande bourgeoisie, de la haute comme on dit, et donc elle n'a pas eu à le devenir, elle l'était déjà. Mais j'ai voulu montrer comment on peut rapidement percevoir comme du mérite personnel ce qui n'est que la chance d'être, comme on dit, bien née en fait. Et alors donc elle a sa jeune fille au père qui gère le quotidien. Exactement. Elle n'arrive jamais à s'occuper de ses enfants. Jamais. Un bonheur Il y a des selfies avec eux, avec sa perche à selfie pour mettre sur Instagram, mais voilà, c'est tout. Et moi, j'ai vraiment vu le lien aussi un petit peu dans la manière, le fait que ce soit une parodie et le fait que dans ton livre, là, il y a aussi un côté, tu te permets en fait une écriture un peu drôle, un peu parodique et qui est pas du tout, enfin pas parodique, mais comment dire, c'est une écriture qui est pas du tout dans le genre justement guide pour réussir quoi que ce soit. Si, on réussit des choses en lisant ça, on comprend pas mal de choses. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté un peu piquant et cette écriture moderne et vive qui est très, très sympa. C'est gentil, merci beaucoup. C'est sympa. Mais oui, et puis il y a plein de liens entre Ludivine et Non Coupable, et notamment, voilà, Ludivine, elle a une maison avec jardin, un grand appart avec jardin, en plein 7e arrondissement, et elle parle de choix. Elle dit, c'est le choix que nous avons fait pour élever nos enfants. Enfin, voilà, idem quand elle donne des conseils de parentalité, des conseils de couple, pardon. Elle dit, nous, on a fait le choix de vivre dans un grand appart parce que vivre dans un clapier, enfin, je comprends vraiment pas pourquoi les gens font ça. Et ça me, enfin, il y a de ça en fait dans les conseils de couple qu'on lit dans les magazines féminins, y compris dans les conseils sexto. La question que je me pose, c'est comment tu vas avoir une sexualité épanouie si tu es à bout de force le soir quand tu vas te coucher et que le réveil sonne à 6h du mat le lendemain, quoi. C'est juste pas possible. Donc, enfin, tous ces donneurs de conseils, en fait, je trouve qu'il y a un problème de positionnement faux. Marie Cos le dit très bien, je ne sais pas si elle l'a écrit quelque part, mais en tout cas, elle me l'a dit à moi et c'est sa formule à elle, donc je tiens à la nommer. Elle a dit, il faut toujours savoir d'où on parle.
Et je trouve que beaucoup de ces gens qui se permettent de dispenser des petits conseils oublient de regarder d'où ils parlent. Voilà. Alors, en parlant de couple et de sexualité, justement, on va revenir à ton autre ouvrage paru récemment, enfin, donc tu es la traductrice, mais que tu portes ici en France et qui a un certain succès. C'est donc Jouir de Sarah Barnack. Ouais. Est-ce que pour toi, la sexualité, c'est un enjeu central dans le féminisme? Eh bien, alors, je me pose la question, honnêtement, je ne sais pas si ça l'est dans l'absolu. J'observe qu'on vit dans une société qui est hyper sexualisée et ce sexe partout, tout le temps, comme ça, c'est fatigant, c'est l'overdose et j'ai envie de dire même ça gâche le plaisir. Et pourtant, oui, au sens où je trouve que l'état des lieux sur les inégalités hommes-femmes en matière de sexualité et de plaisir notamment, et aussi de reproduction, constitue un bon indicateur de l'état d'avancement de la lutte, je trouve. Et personnellement, je trouve que cet état des lieux, il n'est pas folichon, en tout cas sur ma génération à moi. Je trouve qu'on appartient à une génération dans laquelle les hommes ont été biberonnés au porno. Et du coup, même si au café et dans le salon, ils te tiennent des discours féministes radicaux et super bien construits et super encourageants, rapidement, quand tu franchis le seuil, quand tu passes dans la chambre à coucher, tu te retrouves dans le champ sémantique du viol, dans les mots comme dans leurs gestes. Et alors, on va dire, ah mon Dieu, une prude, mais même pas en fait. Enfin, j'ai une sexualité plutôt libérée, même assez libérée, et juste, les témoignages là-dessus des femmes entre elles et des femmes sur les forums où elles peuvent en parler librement sont infinis. Et il y a quelqu'un qui en parle extrêmement bien, c'est Noémie Renard, avec ce bouquin qui est sorti en 2018 chez Les Petits Matins, qui est aussi une petite maison d'édition très très bien. Elle parle notamment de coercition graduelle pendant l'acte. Et je pense que c'est un livre qui est indispensable aujourd'hui et qu'il ne faudrait pas seulement mettre entre les mains de toutes les femmes, mais aussi entre les mains de tous les hommes. Voilà. Et donc, je me méfie énormément des beaux discours des mecs qui se disent « Ah, moi, je suis féministe » et qui viennent chercher des récompenses. Et d'ailleurs, cette méfiance, je l'ai ressentie de nouveau ce matin. J'ai été confirmée dans mon sentiment ce matin même avec le fil Twitter publié par Ludivine Bantini, qui est une autre Ludivine, mais une historienne, sur la manière dont un militant de gauche très connu l'a ramené, et qui, à ma connaissance, s'autoproclamait féministe, l'a ramené à son sexe et à sa sexualité dans un commentaire abject, quoi. Enfin, j'allais dire malheureux, mais c'est un euphémisme, en fait. C'était juste simplement abject, quoi. Et ils se cachent comme d'habitude, comme ils font tous derrière la blague. Non, mais c'était une blague. Voilà. C'est facile, les blagues. Ouais. Alors, je crois qu'on arrive vers la fin de l'émission et j'ai quelques questions à te transmettre qui sont sorties sur le fil du live pendant qu'on était en train d'échanger. Alors, la première, c'est comment faire comprendre aux hommes qui croient sincèrement être déconstruits parce qu'ils pensent faire la moitié des tâches, ce qui est souvent faux, qu'il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir et que la charge mentale, sexuelle, économique, domestique, émotionnelle sont autant de terrains à re-questionner tous les jours. Oula, alors je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu pourras répondre dans son ensemble, peut-être sur la question du partage, mais même du partage de la culpabilité ou du partage de comment on peut. Je sais pas, c'est vraiment une question à laquelle il est très difficile de répondre et en effet, le problème de cette notion de déconstruction, déjà, ça m'interroge un peu, quoi. Moi, je suis pas arbitre de qui est déconstruit et de qui ne l'est pas déjà. C'est un mot qui me déplaît pas mal parce que je pense pas qu'on se déconstruise vraiment. Je pense que on accepte à un moment donné de pas tout savoir et d'observer le point de vue de quelqu'un d'autre. Je pense pas qu'on se déconstruise. Je pense que l'enfant qu'on a été, toute notre vie, il reste quelque part en nous. Enfin, même si ça nous ennuie de l'admettre, quoi. Personnellement, je pense que je suis encore sexiste à plein d'égards, même si je suis féministe, que je suis là, que je pense qu'il y a
on a tous encore ça en nous et ne pas le reconnaître, c'est se tirer une énorme balle dans le pied, quoi. Alors, aider les hommes à admettre que ils sont juste contents d'avoir leur petite récompense et ils font ça principalement pour se faire mousser. Je vois pas comment. Enfin, de toute façon, peut-être déjà leur faire prendre conscience que il y a enfin toutes ces histoires d'injonction, de culpabilité, etc. Je pense que simplement leur parler aussi du ressenti qu'on a nous, qui est souvent très différent du leur vis-à-vis de toutes les injonctions, de toute la charge mentale, de tout le travail invisible. Ça, il y a beaucoup de choses dont on peut au moins parler, quoi. Et ouais, tu peux faire ça, mais si le mec, comme le dit cette personne qui commente, pense vraiment qu'il est déconstruit, comme il dit, ben, il va mal le prendre, il va se mettre sur la défensive et il va dire ah, elle en veut toujours plus, elle est jamais contente, elle fait chier. Tu vois, je sais pas. qu'on leur dit arrête de me faire chier toi-même. C'est ça, aller sur leur terrain peut-être. Et ouais. Non, mais c'est vraiment des problématiques très compliquées. Et de toute façon, moi personnellement, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit en fait. Vraiment. Oui, c'est la manière dont vous concluez le livre, hein, en Exactement. disant voilà. Mais c'est pareil sur le féminisme en fait. Je suis pas. Déjà, on ne devient pas féministe par, je sais pas moi, intelligence supérieure ou supériorité morale on devient féministe parce qu'on peut déjà. Parce qu'on vit dans une époque où on peut être féministe et où on peut se permettre. Mais dans plein de milieux, y compris en France, c'est très compliqué, ne serait-ce que de l'être, quoi. Donc déjà, on va se calmer un petit peu sur donner des conseils à tort et à travers. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne beaucoup. Et pourtant, on vit un peu dans une époque où les conseils sont partout et en permanence. Tiens. Voilà. Et par ailleurs, je pense que déjà, avant de s'attaquer à d'autres... déjà, enfin, ouais, non, c'est bon. Quand on vit avec quelqu'un, c'est compliqué. C'est vraiment... En tout cas, faire un festival pour parler au maximum de monde, de tous âges, de tous sexes. Ça, c'est notre initiative et c'est aussi un peu une manière d'essayer de toucher tout le monde, un maximum en tout cas. Mais totalement, totalement. Je suis entièrement d'accord. J'ai une autre question de Diane qui demande est-ce que tu as rencontré, peut-être dans les échanges que tu as fait pour publier le livre ou dans les rencontres que tu as fait par la suite, des parents qui auraient réussi à appliquer l'éducation positive et qui en seraient revenus? J'ai pas le souvenir de ça, non. La plupart tous les parents que j'ai rencontrés qui en sont revenus n'ont pas réussi à l'appliquer. Mais en fait, je pense pas que ce soit une question de réussite ou d'échec. Je pense que c'est une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de possibilité de le faire ou pas, possibilité purement logistique et matérielle, et aussi une question de personnalité. Enfin, si c'est vraiment trop éloigné de qui on est, c'est pas possible. Et ça fait pas de ces parents-là des monstres, en fait. C'est juste, Et non. Alors pour répondre à la question, non, j'ai pas rencontré de parents comme ça qui avaient réussi et qui finalement ont choisi d'arrêter. En revanche, des parents qui m'ont remercié et qui ont remercié Vincent d'avoir écrit le livre parce qu'ils commençaient à penser qu'ils étaient mauvais pour leurs enfants, alors que c'était même pas des parents violents, c'était juste que les injonctions de la parentalité positive vont tellement loin qu'elles sont contradictoires, elles sont dans le détail, qu'ils étaient complètement noyés là-dessous. Voilà, on a eu plutôt ce genre de témoignage. On a eu aussi le témoignage de femmes plus âgées que moi, de femmes des générations antérieures qui nous ont dit ouais, bon, vous, nous aussi, on culpabilisait grave et pour d'autres raisons, etc. Et elles ont raison. Je dis pas que c'est pire. En revanche, je dis et je maintiens que c'est différent parce que encore une fois, les injonctions qui pèsent sur nos épaules à nous, elles sont sur 1001 postes. Enfin, on nous enseigne quand même à modifier jusqu'à notre façon de parler dans la parentalité positive.
je veux dire, ce qui passe dans le langage, ça fait partie de la transmission familiale. C'est pas anodin, quoi. Comme s'il fallait effacer sa personnalité tout entière pour être un bon parent. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Et Vincent non plus. Et Vincent est psy, ce qui m'arrange bien. Je dirais pas autre chose en parlant à sa place aujourd'hui parce que ça se fait pas, mais là-dessus, je suis certaine que qui serait d'accord. Enfin, En tout cas, oui, moi, j'ai trouvé que le livre était vraiment super, justement, à mettre entre les mains d'un maximum de parents qui sont rongés comme ça par cette volonté de bien faire et qui, à certains moments, en fait, ne s'autorisent plus à être spontanés ou bien ne s'épanouissent pas, en fait, dans leur rôle de parents parce que ils essayent de se conformer à ce qu'ils imaginent serait une bonne chose à faire et que ça va à l'encontre de ce qu'ils sont. C'est vraiment intéressant, en plus avec toute la réflexion, en fait, finalement, aussi sociologique que vous avez menée derrière. Et enfin, voilà, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. On arrive à la fin du temps de l'émission. On a une petite question qu'on va poser maintenant à la fin de tous les entretiens du WeToo Festival. C'est la question suivante. Donc, en fait, c'est une question qui porte sur des questions. Je vais y arriver. En fait, on a décidé de construire le festival autour de questions, d'interrogations, en fait. Comme par exemple, pour nous, sur notre journée sur la transmission et l'enfance et la jeunesse, on avait une question qui était comment construire une transmission féministe vers les jeunes générations. Question, ça peut être voilà, enfin, la question que je veux te poser à présent, c'est si on te donne carte blanche à toi, Aude, pour poser une question qui serait peut-être abordée, peut-être pas à la prochaine édition du festival, mais à celle d'après, ce serait quoi ta question? Alors, déjà, je voudrais dire un mot sur la question que tu as pris en exemple. Ouais. Je pense que la question, donc, comment construire une transmission féministe vers les jeunes générations, elle présuppose déjà que je suis plus dans une jeune génération et ça me pose problème, je voulais le dire. Et blague à part, je pense qu'on aurait tort de se poser comme des espèces de sages, détentrices d'un savoir supérieur par rapport aux autres générations, plus jeunes et plus vieilles. Et je pense que c'est important d'aller à l'écoute de toutes les femmes, en fait. Alors, Peggy Orenstein l'a fait dans ce bouquin-là avec les femmes plus jeunes. Elle est allée poser des questions aux jeunes femmes de son pays, donc les États-Unis, sur leur sexualité, et c'est super bien. Mais je pense qu'il faut aussi absolument qu'on prenne le temps de lire ce qu'écrivent les femmes et les féministes plus âgées que nous. Ça me paraît très important de faire de tout ça un tout, en fait. Je pense que le fait qu'on visualise le mouvement féministe comme une succession de vagues pose problème. D'ailleurs, il y a une écrivaine qui s'appelle Aude Vidal qui évoquait ça sur son blog il n'y a pas très longtemps. Et c'est une représentation que je trouve un peu foireuse et qui laisse entendre implicitement que chaque vague vient annuler, remplacer la précédente. Exactement comme un document. Alors, c'est plus joli de le dire en vague, ça fait poésie et ça fait genre, ouais, des vagues, mouvements, machin. Mais en vrai, c'est exactement comme dire, voulez-vous écraser le précédent document avec ce nouveau document, avec ton ordinateur? Oui, c'est ça, c'est la même chose. Et ça, je pense que c'est pas... on n'écrase pas le travail accompli par les féministes qui nous précèdent et qui existent encore pour beaucoup en écrasant un document d'un clic de souris, quoi. Et par ailleurs, c'est une question qui laisse entendre qu'on appartient quelque part à une génération dorée où tout le monde est féministe. C'est génial. Pas forcément. Je me permets de répondre de cette Non, oui. J'ai dit ça peut laisser entendre que. Et je trouve que c'est pas le cas. Et donc, moi, la question, parce que j'y viens, la question que je m'aurais posée, c'est comment on fait, en fait, pour transmettre le féminisme à notre génération, à nous, sans juste en tendant des mains, quoi. Enfin, comment on fait pour ça? Parce que déjà, moi, cette question-là, elle me paraît compliquée, en fait. On vit dans un monde où tout débat se binarise, enfin, ça se dit pas, mais où les débats deviennent énormément binaires, etc. Soit tu es dans mon camp, soit tu n'es pas dans mon camp. Et il y a une logique de camp qui est assez conflictuelle et qui fait énormément de mal au féminisme en ce moment, je trouve. Et je pense que voilà, déjà, ma question, c'est comment on fait pour réconcilier
les féminismes entre eux. Voilà. Tiens, ma question pour 2021, c'est alors, comment on a fait, vu que maintenant on a réussi pour réconcilier tous les féminismes entre eux? Voilà, ce serait bien. Ou alors, vu qu'on parlait de sexualité, une autre question qui me ferait plaisir de poser en 2021, c'est dans un monde, voilà, je me projette un petit peu en mode fiction, d'anticipation, voilà, mais qu'est-ce que la mise sur le marché de la contraception masculine a changé dans ta vie? Voilà. Il y a notamment une contraception masculine qui s'appelle, je crois, le Risug, qui est efficace de l'ordre de 100%, qui est réversible, qui est indolore, il s'agit juste de mettre des petits bouchons, des espèces de petits bouchons dans les canaux déférents, je crois. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, si ça arrive d'ici au prochain festival WeToo, je serais contente de poser cette question et de demander alors, qu'est-ce qui a changé chez toi? Est-ce que du coup, tu n'es pas contente de continuer à prendre la pilule et que ton mec il dit que c'est pas pour lui la contraception maintenant que ça existe? Ou au contraire, est-ce que la sexualité est devenue quelque chose de vachement plus cool depuis que c'est pas toi qui as à t'en soucier et que ton mec a fait ça, quoi? Voilà. C'est une question que j'aimerais te poser. Ce serait bien, un vrai partage de charge mentale. Exactement. Ouais. Ben, merci beaucoup, Aude. Merci à toi. C'était super sympa de venir nous parler de tout ça. On souhaite bonne continuation à tous tes ouvrages et puis qui sait, il y aura peut-être une publication de la vie formidable de Ludivine de Saint-Léger. Je sais pas. De confinement parodique, ça pourrait être marrant. Hein? Il y a moyen de faire une compilation, tu vois, de plusieurs journaux de confinement parodique. Ouais, il y en a pas mal. Dans 5 ans, dans 10 ans, ça ferait beaucoup rire. Alors, je veux conclure cet entretien en remerciant beaucoup Nathan du Théâtre Le Pic. Et le Théâtre Le Pic, en général, je n'ai pas cité au démarrage de l'émission quand j'ai parlé du festival. Donc, il faut préciser que ce festival a été monté par Les Collectifs, qui est un collectif de femmes artistes, et le Théâtre Le Pic. Donc, on remercie le Théâtre Le Pic et Nathan Serrac qui était aujourd'hui avec nous pour la technique. Et puis, je conclus de nouveau en parlant du fait que si vous aimez cet entretien, si vous avez apprécié les autres, car vous allez bien sûr aller écouter les autres qui étaient hyper intéressants aussi avec Thomas Messias. Vraiment, voilà, il y a plein de choses super à regarder dans les. L'entretien avec Caroline était vachement bien. Exactement. Et en plus, il va y avoir encore d'autres entretiens à venir. Je ne peux pas vous dire, c'est d'exclusivité, mais il va y avoir des trucs hyper intéressants. Donc, soutenez-nous parce qu'on en a besoin. On a la campagne Ulule, là, on est pratiquement à 80% et il ne reste plus qu'une semaine. Donc, c'est le moment. Voilà. Et ben, merci Aude. Merci à toi. Et merci à tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.